Bonjour à tous, nous sommes en direct du Parlement européen de Strasbourg et j'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Jean Arthuis. Bonjour. Bonjour, président de la commission des budgets et membre de l'Alliance des libéraux et des démocrates. Monsieur Arthuis, ce midi, ici, les eurodéputés ont validé le projet de budget du Parlement européen pour l'après 2020, donc pour l'après Brexit, et il prévoit une augmentation du budget européen qui passerait, s'il est approuvé par les États membres, de 1 à 1,3%. Est-ce que c'était le bon chiffre selon vous? D'abord, de quelle Europe parlons-nous? Nous engageons l'Europe pour la période 2021-2027. Oui. Donc je pense qu'il est important qu'on ait un socle arrêté suffisamment tôt pour que les programmes s'engagent dès le 1er janvier 2021. C'est vrai pour la politique agricole commune, c'est vrai pour les fonds de cohésion, c'est vrai pour la recherche, Horizon 2020, pour COSME, pour Erasmus, pour également les programmes relatifs au développement en général et à la croissance. Je pense à Connecting Europe Facility pour les infrastructures de communication. Donc nous avons besoin d'arrêter très vite ce socle. Mais je pense qu'il faut qu'on garde, au-delà de 2021, la possibilité d'avoir une plus grande flexibilité. Et il pourrait se faire qu'au lendemain des élections européennes, il y ait un désir d'Europe, une volonté de mettre en commun un certain nombre de moyens, parce que les grands enjeux, les grands challenges que nous avons à relever, les grands défis, sont ceux des migrations, de la sécurité, de la défense, de la lutte contre le terrorisme mondialisé, la protection des climats, l'économie numérique. Sur ces questions-là, les États, au plan national, n'ont plus vraiment les moyens d'assumer seuls ces responsabilités. Donc le temps viendra peut-être de transférer les dépenses qui jusque-là étaient engagées au plan national au niveau européen pour une plus grande efficacité, parce qu'on le fera ensemble, avec une vraie capacité d'efficacité et de démontrer qu'il y a une valeur ajoutée européenne. Autrement dit, si le budget de l'Union européenne va au-delà de 1,3, car je pense qu'il faut aller bien plus loin, sans augmenter la masse globale des dépenses publiques en Europe, et de démontrer que c'est ça la valeur ajoutée européenne. Et du coup, le budget qui a été voté aujourd'hui par le Parlement européen, et qui n'est pas le budget définitif, il faudra qu'il y ait Je pense qu'il faut garder une marge de flexibilité. Et cette marge, elle est possible, elle est prévue par les eurodéputés? Tout dépendra de la majorité qui sortira des élections de 2019. Tout dépendra du Conseil et des États qui en sont membres. Donc moi je pense que si nous voulons relever efficacement les enjeux majeurs qui conditionnent notre avenir, qui conditionnent la capacité de l'Europe à nous protéger, je pense qu'il faut prévoir d'aller au-delà. Car il peut se passer tant et tant de choses. On a bien vu entre 2014 et 2020 que quand survient une crise, l'Europe est démunie et donne en spectacle son impuissance. On l'a vu par rapport aux migrations. Ça ne peut pas continuer comme ça. Et donc l'Europe va devoir aller sensiblement plus loin. C'est en tout cas le souhait que j'exprime. Aller plus loin, ça voudrait peut-être dire avoir des ressources propres. C'était l'autre grand texte qui a été adopté ce midi, que vous avez corrélé, vous, les parlementaires européens, au budget à l'avenir du budget européen, parce qu'on se rend bien compte que les États membres n'ont pas forcément trop envie d'augmenter leur contribution directe. Donc, ressources propres, le Parlement a envoyé un signal fort aujourd'hui. Oui, parce qu'on a deux catégories d'États, puisque les ressources propres ne sont qu'à peine plus de 10% aujourd'hui. L'essentiel vient des contributions des États membres. Et comme une partie du budget repart vers les États membres sous forme de politique agricole commune ou de fonds de cohésion, chaque État compare la somme qu'il a versée au budget européen. C'est le juste retour, oui. Et le juste retour, ce qui est tellement contraire à l'esprit communautaire. Donc plus il y aura de ressources propres, moins il y aura de contributions nationales. Partant de là, il faudra veiller à ce que ces ressources propres qui vont au budget européen, ces impôts qui iront au budget européen, ne soient pas un supplément d'impôts pour les contribuables européens. Alors, ceci peut se vérifier quand on taxe les géants du GAFA, Google, Apple, Facebook, Amazon, ou les transactions financières. Mais il faudra agir avec une certaine circonspection, car le rapport Monti, qui est l'inspirateur des propositions de ressources propres, a bien insisté sur le fait que les contributions des États membres baisseront à hauteur des nouvelles ressources propres. Autrement dit, les États membres pourront baisser corrélativement les impôts qu'ils mettent en recouvrement, puisqu'ils auront moins
de crédits à transférer du budget national vers le budget européen. Justement, si on rentre un tout petit peu dans le détail de ce que pourraient être ces ressources propres, vous en avez cité deux, notamment la taxe qui fait pas mal de bruit en France qu'on pourrait avoir sur les GAFA. Y en a-t-il d'autres pour lesquelles vous pourriez être favorable? Il peut y avoir une taxe carbone aux frontières. Il peut y avoir également la communautarisation du prix de la tonne de carbone qui soit gérée au plan européen. Donc il y a de réelles avancées, mais nous devons être conscients que 28 pays se sont dotés chacun de fiscalités qui ont leurs propres caractéristiques, leurs propres dérogations, abattements, exonérations, régimes spéciaux. Donc il faudra aussi que les États membres simplifient leur fiscalité. Et la simplification de la fiscalité dans chaque État membre, c'est une façon de réduire l'optimisation fiscale. À cet égard, hasard du calendrier parlementaire ou pas, demain, jeudi 15 mars, il va y avoir un autre texte assez symbolique qui va être voté par les députés, c'est celui sur l'ACCIS. Donc c'est un nom un tout petit peu barbare qui signifie l'harmonisation de l'impôt sur les sociétés. Ce serait une avancée majeure qui reste encore largement à être approuvée par les États membres. Dans l'éventualité où ça allait être le cas, est-ce que vous seriez favorable à utiliser une partie de ce produit pour abonder le budget européen? Oui, incontestablement. Mais nous devons être conscients, malgré tout, que le prélèvement qui est ainsi exercé, il n'y a pas beaucoup d'impôts payés par les entreprises qui ne soient pas en définitive payés par les consommateurs. Oui. Parce que les entreprises répercutent toujours dans le prix qu'elles demandent aux consommateurs le poids des impôts qu'elles doivent acquitter. Après, l'ACCIS ne signifierait pas forcément l'augmentation des taux d'imposition sur les sociétés. Non, mais ça réduirait les impôts qui sont payés au plan national. Oui. Et donc ça permettrait d'avoir une plus grande égalité dans les perceptions et de réduire les stratégies d'évitement de l'impôt. On passe d'un pays vers l'autre parce qu'on pense qu'on paiera moins d'impôts. Budget, ressources propres, ACCIS, maintenant la balle est dans le camp des États membres? Absolument. Et donc la négociation va pouvoir s'engager. Réjouissons-nous de ce que le Parlement européen ait pris ses positions. On va pouvoir engager les négociations, mais il faut être conscient que le cadre financier pluriannuel doit être adopté à l'unanimité par les États membres. Et le pouvoir du Parlement est de dire oui ou de dire non. Je vous remercie.